WeFarmUp, vous connaissez? C'est un site web qui vous permet enfin de louer vos matériels sous-utilisés. Pour son lancement, le site vous propose une offre de bienvenue. Déposez 5 de vos matériels en location sur wefarmup.com et on vous invite à dîner. Quoi? J'ai bien entendu. Vous allez gagner de l'argent et profiter d'un bon repas gratos? Alors foncez sur wefarmup.com pour profiter de cette offre. WeFarmUp, partage de matériel entre pros du monde agricole. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère tout d'abord que vous avez passé une excellente semaine. Alors justement, cette semaine, je vous amène à la découverte de la nouvelle usine Massey Ferguson à Beauvais. On l'appelle Beauvais 2. Mais sans plus tarder, je vous invite à découvrir le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Suivez-moi. Alors, un peu comme Charlie Bucket devant les usines Wonka, vous êtes impatient de découvrir ce qui se cache derrière ces murs? Eh bien, moi aussi. Non, en fait, je sais déjà ce qu'il y a. Et je vais tout vous spoiler. On va découvrir une chaîne de montage extrêmement bien huilée, une salle de jeux vidéo géante et un banc d'essai qu'on pourrait situer entre Space Mountain et une simulation au futuroscope. Bon, certes, ça fait un joli tour de Beauvais 2, mais c'est toujours sympa de découvrir une escale au pays des cigognes et des spätzle. J'adore ce mot. Direction Hanovre à l'Agritechnica sur le stand Amazon pour faire un point sur les nouveaux capteurs en agriculture. Bon, on n'a plus qu'une douzaine de minutes pour voir tout ça, alors bordel de Dieu, on va devoir foncer, place aux news. Omniprésent ces dernières semaines sur le plan médiatique, que ce soit pour les innovations primées lors de l'Agritechnica ou au sujet des rachats stratégiques d'entreprises du secteur agricole, John Deere n'a cependant pas pu éviter, comme de nombreux constructeurs, une dégringolade de son chiffre d'affaires pour l'année 2015. Le groupe américain a ainsi enregistré une diminution de 22% de ses ventes cette année. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer l'année prochaine puisque John Deere prévoit de nouveau une chute de son chiffre d'affaires de 7% en 2016. Voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver dans l'usine Beauvais 2. Olivier Dussard, bonjour. Bonjour et bienvenue à Beauvais 2. Alors, vous êtes responsable pour la méthodologie au sein de l'usine. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Donc ici à Beauvais 2, on fabrique des cabines pour l'usine principale de Beauvais où on fabrique donc des tracteurs Massey Ferguson. Donc ici, on est vraiment sur la fabrication en juste à temps des cabines. Alors, on démarre de quoi et on finit jusqu'où? Donc on reçoit des structures cabines vitrées. Et en sortie de cette usine Beauvais 2, on a une cabine qui est complètement habillée, testée et fonctionnelle, qui est prête à être montée sur nos tracteurs. Alors quelques chiffres clés, quelques cadences. Donc actuellement, on travaille sur une base de 53 tracteurs en une équipe, en sachant qu'on a une capacité d'aller jusqu'à 100 tracteurs. Ce qui fait qu'en se mettant au bout de Beauvais 2, on voit actuellement une cabine qui sort toutes les 8 minutes et on pourrait aller jusqu'à une cabine toutes les 4 minutes 50. Alors c'est vrai que quand on regarde, on voit à la fois la chaîne et puis on voit sur le côté des unités d'assemblage? Oui, tout à fait. Donc ça fait partie de notre stratégie de montage. Donc l'usine est décomposée en 3 parties. On a une partie réception, une zone de sous-assemblage qui va servir à lisser la charge en fonction des différents types de cabines qu'on aura montées et une chaîne principale qu'on voit ici sur notre gauche. Et ce qu'on remarque, c'est que l'usine est assez compacte. C'est voulu? Oui, tout à fait. C'est une usine très compacte. On est sur une base de 7700 m² pour les activités logistiques plus fabrication. Et c'est voulu en effet. Notre but, c'est de chercher l'efficacité donc, à travers l'optimisation de la façon de livrer les pièces, de les stocker et également notre efficacité en termes de fabrication. En rapprochant les pièces au plus près des opérateurs, on se concentre plus sur des travaux à valeur ajoutée plutôt que de la non-valeur ajoutée, comme les déplacements par exemple. Alors je vois là-bas une corde jaune ou un fil jaune. Si on tire dessus, qu'est-ce qui se passe? Alors cette corde jaune, c'est ce qu'on appelle l'andon. Ça fait partie de notre stratégie qualité. Le but, c'est qu'en tirant cette corde jaune, on va appeler le team leader, le support de chaîne, qui interviendra si on a un problème durant notre activité de montage. Ça, c'est pour éviter que s'il y avait un défaut, quelque chose, ça se perpétue sur toute la chaîne? Tout à fait. Donc le but, c'est d'éviter de propager un problème à la station suivante. Ce qu'on veut, c'est corriger le problème à sa source. Donc en tirant la corde, on identifie le problème et si le problème n'est pas réglé à la fin du pas de travail, la chaîne s'arrête.
Olivier Dussard, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a relativement peu de stock de cabines. Vous faites du just-in-time? Tout à fait. Donc il faut savoir qu'en entrée de Beauvais 2 jusqu'à la fin de Beauvais 2, il faut compter 3 heures pour assembler une cabine. Et ensuite, entre Beauvais 2 et Beauvais 1, on travaille en juste à temps. On va avoir uniquement une vingtaine de cabines d'encours. Et puis aujourd'hui, comme on a pu le voir, on en a uniquement 12, donc on est dans un très bon niveau d'encours. Merci beaucoup pour cette visite de Beauvais 2 et puis félicitations. Merci et bonne journée. Voilà, on va se retrouver juste après dans la salle donc, de réalité virtuelle. Vous allez voir, c'est particulièrement intéressant. Mais juste avant, on se retrouve pour un sujet qu'on a tourné dans le cadre du salon Agritechnica. Vous allez voir que les capteurs ont été très présents dans ce salon. Une des tendances fortes de ce salon Agritechnica, c'est la présence de capteurs sur la plupart des matériels. Tout ça, bien sûr, pour rasservir, pour aider le conducteur du tracteur ou celui qui va mettre en œuvre un outil à travailler de façon plus précise et plus confortable. Emmanuel Lévesque, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable électronique chez Amazon France. Alors, j'ai envie de voir avec vous sur votre stand, on est chez Amazon ici, 3 capteurs qui illustrent un peu ce propos. Et je vais démarrer par celui-là. C'est un capteur assez standard de surveillance de passage de détection de passage des graines qui permet de réguler en permanence la coupure automatique par GPS et de l'adapter aux différentes conditions de travail, type de semences, pression d'air dans les tuyaux. Quel est son principe de fonctionnement ? En fait, il mesure en permanence le temps de trajet entre le doseur et le soc et il permet d'indiquer au chauffeur la coupure précise en fourrière. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, des fois, en bout de champ, il y a un certain délai entre le moment de coupure et la réalité de la coupure. Alors, il y a un délai assez important et c'est le moment où il peut y avoir, par exemple, des variations de vitesse en ralentissement ou en accélération quand on arrive ou on sort de la fourrière. Et donc, c'est le moment justement où il ne faudrait pas bouger pour avoir une coupure précise. Et ce système-là permet de l'indiquer au chauffeur. Il s'appelle comment d'ailleurs ? Il s'appelle AutoPoint et c'est une petite médaille Amazon pour le Agritechnica. Félicitations. On va aller voir un autre type de capteur. Emmanuel, à présent, on va aller près d'un épandeur d'engrais et puis là encore, je vois des capteurs. Alors, quel est le principe de fonctionnement de ces capteurs ? Alors, ce sont des capteurs radar qui détectent simplement le passage des granulés d'engrais. Ils sont positionnés en arc de cercle pour détecter la position de la nappe d'engrais qui sort de chaque côté de la machine. Alors, concrètement, quel est le bénéfice pour l'agriculteur ? Alors, le bénéfice, c'est de surveiller en permanence le bon angle d'éjection de la nappe et des granulés d'engrais et de corriger et de s'adapter aux variations qui peuvent survenir, aussi bien en termes de hétérogénéité d'engrais, pente des vers, etc. Et donc d'assurer la meilleure répartition possible. Toute dernière question, est-ce que ça va être disponible en France bientôt ? Bientôt, c'est d'abord en pré-série en Allemagne, on est constructeur allemand, et en France très bientôt. 2016-2017 ? 2017, 16-17, oui. D'accord, et quel est le nom de cette innovation ? Alors, et ça s'appelle Argus. Alors on va aller voir d'autres types de capteurs, mais là, sur un pulvérisateur. Emmanuel, qu'est-ce qu'on essaie de simuler ici ? Donc là, on simule le passage de plantes sous une rampe de pulvérisateur, sous les buses. Et ces plantes, on va les détecter avec des capteurs de fluorescence et on va pouvoir faire du traitement localisé en fait. Ça veut dire qu'on est capable d'analyser même la nuit ? Oui, donc c'est par fluorescence, donc ça marche dans toutes les conditions de luminosité. Et ça va déclencher les buses uniquement lorsqu'il y a mauvaise herbe. En pratique, ça signifie dans quel type de culture on va pouvoir utiliser comme ça un déclenchage séquentiel ? Là, c'est essentiellement du désherbage sur sol nu, déchaumé. Donc voilà, on détecte les mauvaises herbes et on intervient. Le bénéfice agriculteur, c'est l'économie de produits phytosanitaires ? Exactement, puisque s'il n'y a pas de tache de mauvaises herbes, il n'y a pas de pulvérisation. Et le principe des buses, comment on est capable aujourd'hui d'avoir des buses qui peuvent déclencher aussi rapidement ? Donc ce sont des corps de buse à réaction rapide à solénoïde qui permettent de se déclencher très très rapidement en fonction des indications des capteurs. Bon, Emmanuel Lévesque, merci beaucoup. Merci. Alors je vous l'explique souvent, en phase de conception, les tracteurs aujourd'hui sont totalement numérisés. Et la dernière fois que je suis venu ici dans ce laboratoire de réalité virtuelle, c'était il y a quelques années avec mon ami Jérôme Bonlani, mais vous allez voir là, ça a beaucoup évolué. Bonjour Thierry Chabrol. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes adjoint au responsable de l'engineering Massey Ferguson. Alors ici, on est dans la partie réalité virtuelle. Alors premier point, il faut que vous m'expliquiez concrètement ce qu'est la réalité virtuelle. C'est une manière finalement de voir différemment l'objet numérique qu'on vient de créer.
plutôt que de le voir sur un écran, on le voit sur des grands écrans en échelle 1. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous mettez tous autour, là, par exemple, de Jérôme, et vous êtes capable de mieux jauger l'intérêt des différents choix? Exactement, ça permet de travailler en collaboratif. Donc tout le monde met une paire de lunettes comme ça pour arriver à voir en 3D. Et on arrive à prendre des décisions en équipe, interagir et arriver à faire qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui prenne une décision, mais une équipe qui prenne une décision. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des prototypes, là c'est un peu le proto du prototype? Exactement, en fait on aura plusieurs diversités de prototypes numériques, mais on n'aura que quelques prototypes physiques, et donc ça nous permet finalement de faire ces choix. Alors là on voit Jérôme qui est en train de manipuler, par exemple qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? Les premières conséquences, c'est surtout des conséquences d'ergonomie, positionnement des commandes ou visibilité de telle ou telle conception. Et c'est ce type de choses que nous jaugeons là. Et la conséquence, c'est une réduction du temps de développement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées? La réduction du temps de développement, oui, parce qu'effectivement, on détecte les difficultés ou les problèmes ou les ajustements à faire avant de toucher le prototype physique. Donc on gagne plusieurs mois précieux et des boucles de conception. Alors j'imagine que cette installation, ça va coûter très cher. Alors c'est une installation qui, dans l'automobile, voilà, on peut acheter à hauteur de plusieurs millions. Mais ici, à l'ingénierie de Massey Ferguson, on a une attitude de frugalité importante. Et grâce à nos 10 ans d'expérience sur ces technologies de réalité virtuelle, avec une équipe motivée, en fait, on a fait ça pour beaucoup moins cher. Et c'est fait par nos équipes. Voilà, les matériels importants sont achetés et tout le reste est réalisé par nos équipes. J'ai vu que vous êtes même capable de simuler des flux d'air par exemple, de chaleur? Tout à fait, des flux de chaleur pour arriver à voir le confort thermique à l'intérieur de la cabine et de voir de telle ou telle conception, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Voilà, je vous retrouve ici près d'un banc d'essai. Alors Thierry Chabrol, c'est vrai que là on voit un banc d'essai 4/1. Concrètement, il permet de simuler quoi? Ce banc d'essai permet de retracer un parcours routier sur une route accidentée, d'arriver à rejouer exactement le même signal plusieurs fois d'affilée pour pouvoir faire des acquisitions, savoir qu'est-ce que va voir finalement la cabine ou les composants qu'il faut amortir, et puis d'arriver à rejouer ça plusieurs fois en fonction des différentes conceptions lors d'une mise au point. Alors ce banc d'essai, il va partir puisque effectivement vous avez signé un partenariat avec différents partenaires et notamment le CETIM pour la création d'un centre d'essai sur le campus ou tout près du campus de La Salle-Beauvais. Oui, et ça c'est vraiment très important pour nous. Ce banc, c'est un des bancs les plus importants pour nous. Dans notre groupe, on est le seul ingénieur au monde de notre groupe à avoir ce type de matériel. Et pourtant, on le cède. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce banc, aujourd'hui, il ne permet pas de passer les plus gros tracteurs. Et il ne permet pas de faire de l'endurance longue, parce que vous voyez, il est implanté au milieu d'un laboratoire et ça limite son champ des possibles. Donc en le cédant au CETIM et en l'implantant dans ce projet du CETIM Beauvais, on va pouvoir arriver à l'utiliser pour faire de l'endurance et d'arriver à en tirer tous les bénéfices. Mais ce qui est important à dire, c'est qu'il ne va pas servir uniquement pour le groupe ACO, puisque d'autres marques pourront aussi y avoir accès. Non, bien sûr, le CETIM est un organisme qui sait mettre le collaboratif au service de l'efficience des différents constructeurs de matériel agricole ou autres, ou travaux publics. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à eux, et c'est pour ça que ce projet est très important pour la compétitivité des entreprises et des bureaux d'études en France. Thierry Chabrol, merci beaucoup pour cette visite. Merci Jean-Paul. Voilà, à présent notre émission Power Boost est terminée. Alors je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur l'innovation, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour découvrir tous les extra Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.